Back with the remix. These boys are my sons like Phoenix. My city. See the shots that I took, wet like I'm booked. Raising up, deep three on the way. Oh, Durant goes, boom! That is The sun came out, I went about to drop. All right, so let's go. Shazam! Salut à tous, bienvenue dans Valley Hoop, le podcast francophone consacré aux Phoenix Suns. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé dans Valley Hoop. On a eu quelques petits soucis de planning, de concordance de planning, on va dire, ces dernières semaines. On aurait bien aimé revenir un peu sur la magnifique saison des Phoenix Suns, faire un bilan tout en joyeuseté et en sourire. On va passer cette étape-là et on va plutôt se projeter un peu sur déjà le futur de la franchise, mais via l'actualité récente, parce qu'en fait depuis donc la fin de la saison régulière, qui comme vous le savez donc a sans doute vu les Suns finir à la 11e place de l'Ouest, donc hors du play-in. Donc depuis c'est quand même déjà passé pas mal de choses en coulisses dans les bureaux du front office et du président Matisse Bia. On va parler de tout ça aujourd'hui dans ce nouveau numéro de Valley Hoop avec Greg. Comment ça va, Greg ? Eh ben, on fait aller. C'est vrai qu'on n'a pas enregistré un bilan de saison. Et honnêtement, a posteriori, tu vois, on est à 3 semaines, je crois, après le dernier épisode, parce qu'il me semble qu'on a enregistré le 18 avril. Non, c'est peut-être qu'on avait prévu un truc d'enregistrer le 18 avril, c'est ça. Donc, on doit être à plusieurs semaines depuis le dernier épisode, peut-être même un gros mois et demi. Désolé si vous nous avez attendu tout ce temps-là, mais honnêtement, on avait tellement parlé de la saison des Suns, on avait tellement fait le bilan avant même la fin de saison, que à quel point on avait besoin de ressasser cette saison catastrophique. Et on a dit finalement on passe l'éponge, on passe à la suite. Et la suite, elle a été amorcée ces derniers temps là, sur les 2 dernières semaines à Phoenix. Il s'est passé plein de choses et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui dans les bureaux de Phoenix. Tout à fait. Donc oui, effectivement, pour compléter ce que tu dis, c'est vrai que sur le côté un peu diagnostic de ce qui avait pas été, on peut vous renvoyer vers les précédentes émissions de Valley Hoop où on avait abondamment parlé des problèmes tout simplement qui avaient fait que Phoenix avait été une des grosses, voire la grosse déception de la saison. Ça peut se jouer avec les Sixers aussi qui ont été bien en peine cette saison du côté de la conférence Est. Mais donc une équipe qui a pas du tout répondu aux attentes, notamment à nos attentes nous en tant que fans, où on les voyait tout simplement beaucoup plus haut que ça en play-off et tout. Aux attentes aussi sur le terrain et notamment de promesses de changement par rapport à la saison précédente qui avait été un petit peu coup-ci coup-ça, on va dire, déjà frustrante, déjà décevante. Résultat, donc ça a été encore pire, et le premier qui en a fait les frais, c'est donc Mike Budenholzer qui a été licencié, si je ne m'abuse, le lendemain de la fin de la saison régulière. Et derrière on a une petite conférence de presse de Matisse Bia pour nous expliquer que il allait tenir compte de ce qui s'était passé cette saison pour remodeler l'effectif et d'une manière générale continuer à faire à modifier la franchise pour cette fois aller vers la voie du succès, d'un vœu pieux entre guillemets, et derrière on attendait un petit peu les premiers mouvements. Et il y a eu depuis un premier mouvement avec un nouveau general manager à la tête des Suns. Qui remplace donc James Jones qui n'a, contrairement à Bud, qui n'a pas été viré purement et simplement, James Jones c'est un peu l'ancien avec Devin Booker, c'est la personne qui est dans l'organigramme des Suns, enfin dans la franchise des Suns, en tout cas pour ce qui est du côté sportif, parce qu'on n'est pas vraiment dans le comment dire, dans le tréfonds des employés des Phoenix Suns. Il y a évidemment des gens qui sont toujours là année après année dans les côtés logistiques, intendant ce genre de choses, mais pour ce qui est du sportif, James Jones c'est vraiment comme Booker, enfin un peu moins que Booker parce que Booker est là depuis 2015, mais un des plus anciens des Suns, donc il est toujours là. Il va a priori prendre un poste un peu avec plus de recul, on va dire, dans l'encadrement, mais il reste toujours un peu dans la franchise de Phoenix pour l'instant, et il a été remplacé à son poste de general manager par Brian Gregory. Brian Gregory, un nom que les fans de NBA ne connaissaient pas forcément avant cette annonce-là. Et peut-être qu'on peut commencer par ça, Greg. Est-ce que tu peux nous présenter brièvement qui est Brian Gregory, le nouveau general manager de Phoenix ? Brian Gregory, c'est avant tout quelqu'un que Matisse Bia connaît personnellement depuis des décennies, puisque c'était un assistant coach de Tom Izzo à MSU, donc à la fac du Michigan, chez les Spartans. Fac du Michigan dans laquelle Matisse Bia a été joueur,
Enfin, en tout cas, pendant une saison ou une saison et demie, il était dans l'effectif parce qu'il a pas non plus participé beaucoup au match. Il n'avait pas le niveau, il l'a confié lui-même. Ça, c'était un bout de banc. Oui, je crois que Oui, pendant 2 ans. c'était un bout de banc et finalement, à la fin, il était même plutôt assistant qu'autre chose. Et donc, Brian Gregory, c'est ce profil d'assistant-là qui ensuite est devenu head coach en NCAA sur des facs genre Dayton, etc. et qui a jamais vraiment sorti de grands joueurs ensuite en NBA. Et puis, nous, à Phoenix, en réalité, on le connaît parce qu'il fait partie de l'organigramme depuis au moins une saison. Si je me souviens bien, je me demande s'il n'arrive pas en même temps que Matisse Bia, même. Mais il me semble qu'il est arrivé, récemment, il est arrivé la saison dernière. Et il était en charge du développement des joueurs. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que personnellement, je trouve que les joueurs depuis l'arrivée de Matisse Bia n'ont pas été réellement développés. Bien au contraire, on a vu Devin Booker régresser, on a vu Bradley Beal régresser, et puis surtout les role-players. Si Grayson Allen a fait une très bonne saison, l'année où Brian Gregory est au développement des joueurs, sa production baisse, à la fois en qualité et en quantité. Royce O'Neal, c'est à peu près pareil. Donc, il y a sans doute tout un tas de facteurs annexes et qui sont pas forcément imputables à Brian Gregory, mais je n'ai pas trouvé qu'il avait fait ses preuves à ce poste-là du côté des Suns. Donc, il est promu manager, mais avec lui, en réalité, et je te renvoie la balle là-dessus, mais on sent qu'il y a une volonté du côté de Matisse Bia de s'entourer de gens qu'il connaît, quoi, et uniquement de gens qu'il connaît. Effectivement, comme tu dis, je pense que c'est un peu le seul repère qu'on peut avoir là autour de Brian Gregory. Comme tu l'as dit, ses accomplissements sportifs jusqu'ici sont assez limités. Il est dans le milieu du basket depuis des années, donc tu l'as dit, dans le milieu du basket universitaire, il y a fait quand même, il y a passé beaucoup de temps. On peut rajouter donc qu'il a donc, oui, que t'as dit qu'il a été coach des Dayton Flyers pendant quelques saisons, pendant 8 ans. Selon Wikipédia. Il a également coaché Georgia Tech et les Bulls de South Florida. Donc, on va dire, il a quand même de l'expérience de la bouteille dans ce domaine-là, sans énorme succès non plus, mais avec une durabilité qui indique quand même que c'est pas non plus le premier venu et que c'est quelqu'un qui s'y connaît en basket malgré tout. Le fait est que, par contre, on a bien l'impression, et enfin, c'est pour ça que je réagis un peu à ce que tu disais, que la qualité qui lui a valu d'être sélectionné en tant que nouveau general manager des Suns, c'est surtout d'être un grand ami et un proche de Matisse Bia, puisqu'effectivement, en dehors de ça, encore une fois, il y a sans doute des dizaines et des dizaines d'aspirants general managers en NBA ou autour de la NBA qui ont peut-être un CV un peu plus fourni, ou en tout cas un peu plus alléchant, on va dire. Avec les bruits, je te coupe juste pour ajouter un petit truc, c'est qu'avec les bruits qu'il y avait eu récemment sur l'intérêt des Suns pour Bob Myers, on peut imaginer un scénario où Bob Myers a décliné l'offre de Phoenix et où le premier réflexe de Matisse Bia, c'était de dire « Ok, c'est un signe pour que je continue à embaucher des mecs qui ont la même vision que moi, qui font partie de mon cercle, qui vont me suivre là où je veux aller, qui vont pas me contredire, et on va y aller ensemble. » J'espère vraiment pas personnellement que c'est ce genre de scénario, parce que si c'est le cas, ça veut dire qu'il est pas allé chercher bien loin, dans le sens où encore une fois, Bob Myers c'était un candidat justement qui a plus un profil adéquat avec ce type de choses-là. On rappelle que c'était le general manager qui a assemblé un peu la dynastie des Warriors, même si je crois que ce n'est pas lui qui a drafté. Non, disons qu'il les a développés, quoi, voilà, et il les a bien développés, c'est déjà pas mal. Et il a fait les moves décisifs, notamment en recrutant Steve Kerr au coaching, en échangeant, je sais plus, c'était qui, Monta Ellis contre Andrew Bogut, ce genre de choses là. Donc effectivement, ça a été un des general managers vraiment marquants de la NBA récente. Et donc on va dire que c'était dans la logique un peu HBesque des dernières années. C'était un peu, il y avait du sens à se dire, ah bah oui, il va viser un profil comme celui de Bob Myers. Si le fait juste d'avoir un refus, s'est dit bon bah du coup c'est pas grave, je vais prendre un copain, c'est quand même un petit peu inquiétant dans le sens où il avait pas beaucoup de suite dans les idées, quoi. Après, en vérité, on a vu que le fait de recruter par exemple des coachs avec un CV monstrueux, de recruter des joueurs avec un CV monstrueux, ce qu'il a fait depuis son arrivée à Phoenix, Matisse Bia, c'était pas une garantie de succès non plus sur le terrain. Donc, échec sur échec. Voilà, échec sur échec. Donc de toute façon, on peut s'interroger sur la bonne stratégie à adopter. Clairement, il y a de grosses interrogations en ce moment. Nous, on les a en tant que fans, et il y a
dans toute la sphère NBA, des gens qui se demandent comment Phoenix peut redresser la barre. Je pense que ça turbine encore plus évidemment dans le cerveau de Matisse Bia et qu'il essaie de réfléchir au meilleur moyen de se sortir du truc. Effectivement, on peut-être interpréter le fait qu'il recrute donc Brian Gregory, qui est donc clairement un de ses proches, en tout cas quelqu'un qu'il connaît très bien, comme le fait de se dire qu'il va continuer à être le seul maître à bord. Est-ce que au-delà de ça, on peut parler donc tu parlais de là où ils sont connus, c'est-à-dire chez les Spartans de Michigan State. Est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle MSU mafia à Phoenix, avec peut-être la volonté de perpétrer un peu ce qui a été fait à Michigan State, qui est pour le coup une firme qui a connu certains succès ces dernières années? Ben, moi, j'en suis persuadé. Je pense que ça fait sens. Il a connu une organisation qui est couronnée de succès en NCAA, qui sont les Spartans de MSU. C'est son lieu natal, c'est ce avec quoi il a été structuré dans sa pensée basket, à la fois en tant que joueur et ensuite en tant que fan et qu'administrateur, etc., etc. Je pense qu'il est empreint de cette identité-là et que, en réalité, à la fois parce qu'il en est sans doute convaincu du fonctionnement et que ce fonctionnement a effectivement prouvé sa valeur, en tout cas en NCAA, eh bien, je pense qu'il veut faire un copier-coller, tout simplement. Il veut s'inspirer de ce que les Spartans ont fait pendant des décennies, et notamment avec Tom Izzo et puis le reste, le recrutement, etc., le scouting et tout, pour le faire en NBA, au plus haut niveau, donc. Et je pense que c'est pas forcément une mauvaise idée, mais c'est-à-dire qu'il y a autant de proportion d'échecs que de proportion de réussite dans ce qu'il va essayer, parce que les autres franchises NBA évidemment avancent plus vite que certaines franchises NCAA, puisqu'en NCAA les questions de budget notamment et de taille des universités varient beaucoup. Et ouais, clairement, moi je pense qu'il y a une création effectivement d'une mafia Michigan autour de Mathieu Bien, mais surtout ce qui m'inquiète, c'est la façon dont il recrute des gens qui sont acquis à sa cause. C'est ça en fait le truc. C'est-à-dire qu'on a vraiment un type qui, en fait, au lieu de faire une remise en question comme on aimerait beaucoup qu'il la fasse, eh bien au contraire, il recrute autour de lui des gens qui vont pas du tout le pousser à ça et qui vont au contraire confirmer sa volonté de créer une dynamique autour de son mode de pensée, qui est donc le bargaining process où on fait des paris, on lance des trucs, on met tout sur la table et on avance comme ça dans une espèce de course frénétique sans forcément assurer ses arrières. Ça a été le cas sur le trade de KD. Bartelstein a fait la même chose. Bartelstein 2 du Michigan également a fait la même chose avec Bradley Beal et ainsi de suite. Et là, on se retrouve donc avec Brian Gregory. Tu l'as dit tout à l'heure, James Jones recule sur un rôle de consultant, mais il sort de l'organigramme des Suns parce que c'est un consultant freelance. C'est-à-dire que James Jones n'est plus dans l'organigramme des Suns, il est en consultance senior, mais s'il veut s'engager avec une autre équipe en NBA, il en a tous les droits. Donc on est vraiment sur James Jones qui sort par la petite porte discrètement, mais qui a quand même été évincé de son poste. Si je me trompe pas, en tout cas, il a été complètement évincé. Donc on lui évite de dire qu'il a été viré, etc. Mais c'est quand même un petit peu le cas, quoi. Et donc on se retrouve avec ce trio qui pour moi est assez vertigineux, en tout cas sur l'année 0, sur l'année 1 même on pourrait dire, qui est donc Bartelstein, dont la seule preuve qu'on a du travail et de l'apport, c'est des hot dogs à 2 € et le trade de Bradley Beal. Bon, autant les hot dogs, c'est cool. Nous, on peut pas en profiter parce qu'on habite en France, mais c'est sans doute très cool. Autant le trade de Bradley Beal, ça me paraît quand même vertigineux. Et puis, c'est du népotisme parce que c'est son père, l'agent de Bradley Beal, rappelons-le. Et ensuite, on a Matisse Bien, dont le seul fait d'arme pour l'instant, hormis le fait qu'il ait amélioré les infrastructures, etc., c'est de virer tout un tas de gens aux cellules scouting, aux cellules recrutement, dans les bureaux, etc., pour mieux rentabiliser la franchise et du coup mieux dépenser son argent. Et faire le trade de KD, sur lequel James Jones était en train de négocier depuis 6 mois, en lâchant tous les assets que la franchise avait à disposition. Bon. Si Brian Gregory est fait du même moule, je pense qu'on va pas passer un bon été et que à la rentrée, on va se regarder avec Malo, qu'on salue au passage et qui est absent aujourd'hui et qu'on embrasse très fort. On va se regarder avec Malo à la rentrée.
on va regarder tous les gens du FC Soleil et on va se dire, les gars, on en prend encore pour 6 mois de honte abyssale. Ça, c'est le scénario catastrophe. Le bon scénario, c'est que c'est... 6 mois, t'es gentil en plus, parce que voilà, vu la Ouais. situation, ça peut durer très longtemps en fait, quoi. Ouais, absolument. Et l'autre scénario, le scénario le plus optimiste, bah, c'est celui où finalement ça clique. Ce trio fait effectivement des choses qui sont dignes de ce que les Spartans ont fait dans leurs années les plus glorieuses. Et en fait, ça fonctionne. On arrive à organiser une équipe qui donne du fun à la fanbase, qui a des résultats, qui se qualifie en play-off, qui fait pas pâle figure, qui n'est pas apathique sur le terrain, etc., etc. Mais ça me paraît quand même très optimiste. Et comme je l'ai déjà dit, l'optimisme chez moi, c'est terminé. J'ai rejoint le camp de Rodolphe. J'ai rejoint le camp de mon camarade. Et maintenant, on va être un podcast pessimiste. Dédicace à Audi Mavs et à tous les podcasts qui sont pessimistes dans le monde. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre au Phoenix Suns, mais aussi pour Valeo. Absolument. Bah, de toute façon, enfin moi, mon point là-dessus, ça a toujours été, en tout cas, bah voilà, j'en profite aussi pour saluer Hicham qui était précédemment dans cette émission. Avec lui, ça a toujours été, on a toujours essayé, même si on était parfois un petit peu ambiancé par ce qui se passait, puisque pour le coup, on a vécu de bien belles saisons en 2021 et 2022. Notre point on va dire de long terme, c'était never too high, never too low. On essayait de pas trop se saucer. On n'a pas tout à fait réussi quand l'équipe fonctionnait bien, et de pas être trop alarmiste non plus et trop défaitiste quand l'équipe allait mal. Après, il y a aussi la réalité un peu objective de la situation, et si là on est tous dans une phase un peu pessimiste, c'est parce que la situation de l'équipe au global, entre ce qu'elle a montré sur le terrain cette saison et toute la situation en termes de roster, de salary cap et tout machin, elle est et d'assets pour le futur d'ailleurs, avec les tours de draft qui ne nous appartiennent plus ou sont des switch pour les prochaines années jusqu'à 2030, est extrêmement inquiétante. Et effectivement, tu l'as bien dit, en fait, ce qui est assez particulier, c'est qu'on se trouve dans un moment où la franchise va devoir nécessairement inverser ça le plus tôt possible. En tout cas, cet été, commencer à changer au moins de stratégie par rapport à certains éléments de ce problème complexe au sens large. Et effectivement, on a l'impression là que cette signature de Brian Gregory, cette signature, ce passage de Brian Gregory à des fonctions plus importantes dans la franchise, au contraire, semble indiquer plutôt un entonnoir qui se ferme autour justement de Matisse Bia, de sa façon de faire et de ses souhaits et désirs, on va dire. Effectivement, t'as bien fait de citer Josh Bartelstein, qui a un rôle très très important dans la franchise depuis un an, enfin depuis plus d'un an maintenant, depuis qu'il est le CEO, donc voilà, le président, on va dire, de tout ce qui est basket autour de Phoenix. Et on a l'impression que c'est un deuxième profil du même type qui arrive avec Brian Gregory en tant que GM. Donc d'une certaine manière, on perd tout ce qui peut y avoir d'aspérité, d'altérité même, j'ai envie de dire, par rapport à la méthode HBA. Et plus on avance, plus on perd ça, et donc du coup on a l'impression que le risque, c'est d'aller encore un peu plus loin dans cette direction-là qui est extrêmement inquiétante. On va en parler parce que ça va être dans la deuxième partie là de ce podcast, parce que ça va être déjà un premier choix qui va se poser autour du profil du nouveau coach. Avant ça, peut-être l'occasion, comme tu l'as dit, effectivement, je mea culpa, il n'est pas officiellement dans l'encadrement, il reste effectivement comme un conseiller, on va dire. Oui, effectivement, un peu freelance, un peu externe, mais toujours, on va dire, lié à la franchise. Mais effectivement, c'est la fin officielle du passage, on va dire, de James Jones dans l'encadrement des Phoenix Suns. Ça, on peut l'interpréter de cette manière-là. Il était là depuis 2017, et il s'est passé donc depuis juillet 2017. Donc, il a fait toutes les drafts depuis. Il s'est passé beaucoup de choses, évidemment. Il a fait des choix qui ont impacté considérablement l'avenir de la franchise. Comment aujourd'hui on fait le bilan de James Jones? Il y a eu vraiment de très très bonnes choses. Encore une fois, c'est lui qui a contribué à redresser Phoenix après des années sans playoff, des années de disette. Il en a fait une équipe vraiment compétitive. Il a fait des bons choix pendant plusieurs intersaisons consécutives, que ce soit à la draft, que ce soit sur le marché de la free agency, même dans les trades qui ont été faits en cours de saison, les options qui ont été prises. En fait, pendant longtemps, ça a été succès sur succès, la méthode James Jones, et puis petit à petit, ça s'est un petit peu grippé, et jusqu'à ce que finalement, il ne soit un petit peu
que passif par rapport à justement à la transformation complète de la franchise au moment où Matisse Bia est arrivé à la tête des Suns. C'est difficile peut-être de faire le bilan là aujourd'hui à chaud de ce qu'a apporté James Jones à Phoenix. Oui, grave. C'est difficile parce que tant qu'on n'a pas jugé ce que Matisse Bia donne de son côté sans James Jones, on ne pourra pas juger les 2 saisons et demie que Matisse Bia et James Jones ont passé côte à côte à prendre des décisions pour les Phoenix Suns. Néanmoins, il y a tout ce qui se passe avant et il y a tout ce qu'on sait déjà de cette période. Sur ce qui se passe avant, ce qu'on peut dire rapidement sur James Jones, c'est que ça a été l'architecte d'une équipe qui fait finale NBA, qui propulse Devin Booker top 4 du MVP en 2021, si je ne me trompe pas. Et c'est un type qui a fait... C'est l'année suivante, c'est 2022 du coup. C'est la 2022, saison ouais, exact. 2022 pour le MVP. C'est Chris Paul, je crois, qui est top 5 en 2021, je crois. Un truc comme ça, ou top 7. Et puis on lui doit le maniement d'une franchise avec des problèmes, disons, de décisions qui ont été prises avant lui et qui sont prises par l'ancien propriétaire à l'époque, et avec lesquels il doit fonctionner. Et au milieu de ces difficultés-là, parce que pas facile avec l'ancien propriétaire, dont je refuse toujours de dire le nom, pas facile avec l'ancien propriétaire parce que pingre, très pingre, et en plus toxique dans la franchise, et pas facile de vivre avec la décision de pick DeAndre Ayton en 1 en 2018, à la place notamment de Luka Doncic ou d'autres joueurs qui se sont montrés phénoménaux a posteriori, en tout cas plus que DeAndre Ayton. Pas facile de vivre avec les erreurs que Ryan McDonough, donc à l'époque general manager, quand même il était dans son staff, lui, il arrive 6 mois après et il doit faire avec cette équipe-là. Et qu'est-ce qu'il fait ? C'est très simple, il construit autour de David Booker, il commence par faire une saison avec Kokoskov, qui avait été également, je crois, recruté par McDonough. Une fois cette saison passée, il fait venir la première pierre à l'édifice, Monty Williams. Il fait venir des joueurs vétérans comme Ricky Rubio, et ensuite on enchaîne un cercle positif de recrutement, parce que à la draft c'est moyen. On peut pas vraiment juger si c'est un excellent drafteur ou un drafteur médiocre, parce qu'en réalité il y a des très très bons choix et il y a des choix vraiment beaucoup moins bons et discutables et regrettables. Mais sur l'aspect recrutement, il va nous chercher donc Monty Williams, Ricky Rubio, des gars comme Aaron Baines, des gars comme Jay Crowder, Chris Paul, évidemment la signature de Chris Paul c'est James Jones, et puis il construit cette équipe qui va jusqu'au titre et qui est composée de joueurs dont les contrats sont facilement manœuvrables. Et là il se passe un truc, c'est la vente de la franchise à Matisse Bia, et à partir de ce moment-là, en fait on est dans une séquence pour les Suns où 6 mois avant, Kevin Durant a demandé son trade et sa destination privilégiée, c'est rejoindre Devin Booker au Phoenix Suns. Matisse Bia arrive et sur les 6 mois de négociation entre les Nets et les Suns de James Jones a toujours refusé de donner à la fois les assets de draft et les assets du groupe principal, à savoir Cameron Johnson et Mikal Bridges. Matisse Bia arrive, il dit on donne tout aux Nets, on récupère Kevin Durant. Et là, à partir de ce moment-là, c'est beaucoup plus compliqué de juger ce que fait James Jones, tant on a l'impression que Bartelstein et Matisse Bia ont une main sur les décisions du general management. Du coup, moi, ce départ, il me peine un peu parce que je pense qu'on avait un general manager largement capable de mener une équipe à des très hautes ambitions. Il l'avait prouvé et je pense qu'il pouvait le refaire. Mais en l'état, je pense que ça aurait été tout aussi regrettable de le conserver parce que ça sert à rien d'avoir un mec qui, en réalité, ne fait pas ce qu'il a envie de faire ou ce qu'il voit de ce qu'il faut faire pour la franchise. Donc, moi, je suis plutôt, pas forcément heureux, mais je suis rassuré qu'aujourd'hui, on ait une certitude, c'est celle que la vision de Matisse Bia va être appliquée à 100% et que quand on va vouloir faire le bilan dans 2 ou 3 saisons, quand Booker aura 31-32 ans et qu'il faudra le re-signer pour un nouveau contrat ou le trader si c'est pas déjà fait, eh ben on pourra vraiment pointer du doigt cette vision-là comme étant responsable des succès ou des malheurs de la franchise.
Ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est-à-dire sur l'entre-deux qui y a depuis encore une fois l'arrivée d'Ishbia. Je suis assez d'accord parce qu'effectivement dans le bilan, c'est ce qu'on disait avant. Euh, ça trouble un peu le truc, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on peut accorder à James Jones depuis 2 ans ou pas. Par exemple, dans les petits moves qui ont été opérés cette année et qui ont été, enfin, pas forcément des grosses réussites, mais pas non plus des échecs non plus. Le trade de Okogie pour récupérer Nick Richards au moment où on avait vraiment des gros problèmes au niveau du pivot. Puis le fait d'arriver à se débarrasser du contrat de Youssouf Nourkic. Je pense que ça, c'est des petits moves qui sont un peu laissés à la discrétion du GM dans une certaine mesure, on va dire. Mais qu'effectivement, sur les grosses orientations qui ont été prises, c'est difficile, et je pense que c'est impossible de se dire que c'est la volonté de James Jones, que ce soit le trade de Durant, donc effectivement le péché originel, j'aime souvent l'appeler comme ça, mais dans la transformation complète de perspective de la franchise depuis 3 ans, puis derrière le trade de DeAndre Ayton, puis derrière le trade de Bradley Beal, enfin non, c'est dans l'autre sens d'ailleurs, le trade de Bradley Beal puis celui de DeAndre Ayton, effectivement dans ce fonctionnement là, on a l'impression que James Jones, c'est ce que je disais avant, a été un peu passif et a un peu subi les désirs et les volontés de son coach. Effectivement, c'est dommage. Ce serait dommage en tout cas d'ajouter ça à son passif, on va dire, dans le sens où tout ce qu'on a vu avant en termes de construction, on avait beaucoup plus l'impression que c'était justement quelque chose qui était réfléchi et pensé sur du long terme. Et t'as bien fait de citer les différentes étapes en fait entre son arrivée et les finales NBA puis la saison à 64 victoires en 2021-2022, où t'as vraiment des étapes successives qui sont franchies, avec à chaque fois beaucoup d'à propos de la part du GM dans ses choix et dans ses décisions, que ce soit donc au niveau des drafts ou au niveau des joueurs que tu vas récupérer en plus de ça, ou au niveau effectivement des trades. Pour moi, il y a beaucoup de succès des trades et des signatures. Il y a beaucoup de succès à ce moment-là, notamment sur 2 étés successifs qui sont super importants, on va dire, dans l'histoire de la franchise, en tout cas dans ce basculement. Donc l'été 2019, puis l'été 2020. L'été 2019 où tu récupères notamment Rubio et Aaron Baines, et aussi Kelly Oubre Jr. d'ailleurs cet été. Non, je crois non, c'était un petit peu avant qu'il était arrivé d'ailleurs. Et sur l'été suivant où tu récupères Chris Paul et Jake Crowder. Et en fait, la façon dont tout ça c'est orchestré, je sais pas si tu te souviens du trade de Chris Paul, mais il y avait un petit côté un peu genre on n'était pas sûr de ce qu'il faisait, il lâchait plusieurs assets, donc il y avait Oubre et Rubio qui étaient partis dans ce trade là, et on se disait bon c'est un peu risqué, mais en fait c'était des trucs qui étaient justement pensés avec plusieurs coups d'avance, on va dire, et dans une perspective que nous fans, dans laquelle nous fans on est un petit peu dans l'interrogation ou quoi que ce soit, mais qui derrière sur le terrain sont tellement paraissent tellement évidentes quand elles sont mises en application, que finalement ça validait vraiment ce qui s'est passé, ce qui s'est passé de ce côté-là on va dire dans les choix du front office et dans les choix donc du general manager James Jones. L'autre truc moi sur lequel je voulais un peu saluer, on va dire, son passage à Phoenix, c'est l'histoire de la draft. Tu l'as dit, moi je le vois un peu dans un autre sens. Enfin, en tout cas, j'ai une vision un peu linéaire presque de son évolution par rapport à la draft. C'est-à-dire que pour moi, au début, il était pas sûr de lui. D'ailleurs, il l'avait verbalisé à un moment, je crois que c'était l'été 2021 ou 2022, qu'il savait pas trop quoi faire à la draft et qu'il était toujours un peu dans l'expectative et dans l'hésitation. Et ça se voit sur les premières années où c'est des choix qui sont pas toujours bien assurés, avec des joueurs qui parfois ne servent absolument à rien, et qui sont juste des coups d'épée dans l'eau. Pour autant, j'ai l'impression que année après année, il a vraiment progressé dans le ciblage des joueurs, notamment en fonction des besoins de l'équipe, et que finalement, si on prend juste les 2 dernières drafts, c'est un sans faute total, puisqu'il faut rappeler donc qu'en 2023, c'est Toumani Camara qui a été drafté. Malheureusement, il a jamais joué pour Phoenix puisqu'il a été changé direct derrière dans le trade de DeAndre Ayton, mais c'est un des gros styles des 2 dernières drafts, sans aucun doute, Toumani Camara, qui était pas du tout appelé à devenir un titulaire en NBA et qui aujourd'hui est un titulaire solide à Portland dans une équipe qui monte et qui va peut-être un peu croiser notre équipe en termes de courbe de performance, c'est un peu ce qu'on a observé cette année en tout cas. Donc Toumani Camara, c'est une vraie réussite, et on a vu cette saison que Ryan Dunn et Osei Ighodaro, par rapport à ce qu'ils ont apporté sur le terrain, on peut aussi les considérer un petit peu comme des styles, dans le sens où voilà, c'est des joueurs donc fin de premier tour
pour Dunn et début de deuxième pour Osso, c'est des joueurs qui ont apporté beaucoup plus que ce qu'on aurait pu penser sur une première année en venant de ces positions-là à la draft. Donc moi, de ce point de vue-là, et c'est peut-être ça un peu que je vais regretter sur la durée, on verra ce que fera Brian Gregory déjà avec le choix qu'il aura à négocier là, c'est-à-dire celui des Cavs en toute fin de premier tour, le 29e choix de la prochaine draft. Mais pour moi, j'étais de plus en plus hypé, on va dire, par les choix de draft de James Jones. Je trouvais qu'il progressait d'année en année là-dessus. Et on va dire, voilà, si j'ai un regret là-dessus, c'est de me dire, bah, c'est dommage parce que j'aurais bien aimé voir, le voir continuer à faire des choix pertinents en termes de draft avec les maigres assets qu'on a, on va dire, à disposition. C'est encore plus frustrant que dans la dernière conférence de presse à laquelle il a participé. Donc, celle après le limogeage de absolument. Il a donné toutes les billes sur ce dont l'équipe avait besoin. Et ceux dont on se fait l'avocat depuis des saisons et des saisons, Rodin, que ce soit dans Valley-Hoop ou en discussion privée avec le FC Soleil, des mecs qui ont la grinta, des mecs qui jouent physique, des profils plus grands, plus athlétiques, etc. Il a enfin compris que les compétences, disons, intellectuelles, basketballistiques, n'étaient pas forcément aujourd'hui dans le jeu NBA primordial et unique en termes de priorité, que le retour de la dimension physique était évident chez les équipes qui performent aujourd'hui, et que les Suns avaient un gros retard et un gros déficit sur cette question-là. Il l'avait bien compris, et donc je me faisais une joie de le voir drafter des mecs ou d'aller chercher et signer des mecs qui incarnent ce genre de truc, et en réalité, on va voir ce que Brian Gregory nous offre de ce côté-là. Dans ce domaine-là, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est aussi comme ça qu'on peut interpréter complètement ses choix lors de la dernière draft. C'est ce type de profil-là qu'il allait chercher, des mecs qui étaient un peu NBA ready en termes de dimension physique, dimension athlétique, et avec cette espèce d'état d'esprit de dog, quoi, tout simplement. C'est ce type de profil-là qu'il allait chercher parce qu'il savait pertinemment, effectivement, que c'était un peu le gros manque là dans le roster à l'état actuel en 2023, à l'état actuel encore plus à l'été 2024. Et effectivement, voilà. Et de l'autre côté, c'est assez difficile de lui en vouloir, et tu l'as très bien dit sur ce qui s'est passé là depuis 2 ans en termes de mauvais choix, on va dire. Ce serait encore une fois complètement insensé de lui reprocher le fait d'avoir récupéré Bradley Beal ou d'avoir récupéré le contrat de Youssouf Nurkic. Clairement, là, dans ces affaires-là, il est évident que James Jones a surtout eu un rôle de mon président veut que je fasse ça, comment je fais, comment est-ce que je peux essayer d'arrondir les angles et tout. Et effectivement, avec même, en tout cas c'est l'impression qu'on a, Mathieu Viak qui dit non mais c'est pas grave, lâche les pics, on s'en fout, lâche les pics. Et effectivement, ce côté-là fait que quel que soit, on va dire, celui qui lui succède, donc là en l'occurrence Brian Gregory, c'est assez difficile d'avoir vraiment des attentes par rapport à un nouveau fonctionnement de GM au sein de Phoenix. On a l'impression que ça va renforcer le truc de dire effectivement Ishbia et sa garde rapprochée vont prendre des décisions et vont s'auto-saucer, on va dire, sur le fait de dire bah oui, toi tu dis ça, t'as raison, on rebalance là-dessus. Donc c'est vrai que c'est un peu le risque qu'il y a de voir là Brian Gregory avoir ce poste de general manager. On va voir là dans les prochaines semaines. De toute façon, on va être assez vite fixé, et on va d'ailleurs on va pouvoir basculer sur l'autre partie là de ce podcast, de ce numéro où le premier chantier le plus évident, évidemment, c'est celui du nouveau coach. Déjà, on peut rapidement revenir sur le passage de Mike Budenholzer et sur les raisons, on va dire, de son licenciement, sur ce pourquoi ça paraît à peu près évident, mais Greg, à ton avis, selon toi, pourquoi Mike Budenholzer n'est plus le coach des Phoenix Suns aujourd'hui? Faut que je donne toutes les réponses ou on fait un ping-pong? C'est ça. C'est pas toujours aussi simple de répondre à nos questions, donc là on est bien. Non, mais là, ça me paraissait quand même simple, hein. Franchement, pourtant, on a été enthousiaste sur Mike Budenholzer quand il a été nommé dans Valley-Hoop, on était très heureux, hein. Un mathématicien qui comprend la modernité du jeu, qui comprend l'importance du volume à 3 points, qui voulait recadrer les joueurs en termes de rôle et de disposition et de zone sur le terrain, qui a essayé de créer du mouvement au début. Mais on a vite
compris, je pense, courant du mois de décembre, que la saison allait pas tout à fait se passer comme on l'avait prévu pour lui. Mais ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que lui, il avait plus d'un tour dans son sac pour saccager la saison à son tour. C'est-à-dire que non seulement, je pense qu'il y a une partie de l'effectif et de ce qui se passait dans la franchise vis-à-vis de lui, parce qu'apparemment, vraiment, il avait des relations très tendues avec les gens dans la franchise de manière générale. Mais je pense que son arrivée aux Suns n'a pas fonctionné en termes, disons bureaucratiques et administratifs. Mais en plus, il s'est fait lâcher par le vestiaire assez vite. Et lui, il n'a pas du tout montré de signe de conciliation quelconque. C'est-à-dire qu'à aucun moment, moi, j'ai senti que le mec essayait de racheter son vestiaire, de comprendre ce qui ne fonctionnait pas de manière interpersonnelle avec les gens dans les bureaux, d'essayer de reconquérir sa place sur ce banc, quoi. Il y a un vrai abandon qui survient, je pense, aux alentours du mois de janvier, quoi, grosso modo, à peu près à la fin du mois de janvier. Ouais, c'est ça, quand ça commence à glisser et que les défaites Ouais. sont faites, donc on sent qu'il est en train de perdre le truc, quoi. On sent qu'il est en train d'abandonner, on sent que même son coaching staff est pas forcément très motivé autour de lui, et puis rapidement on a des changements de rôle, on a l'absence des rookies pendant quasiment un mois, on a des joueurs qui jouent plus, et on n'a plus d'idées surtout, on n'a plus aucune idée dans le jeu, un appauvrissement du jeu qui est terrible à partir du 3e mois de la compétition, et là on glisse en fait, c'est un glissement de terrain qui est terrible, et malheureusement, comment tu veux conserver un coach qui t'a fait cette saison-là? Le bilan est pas bon, on n'est pas qualifié en play-off, le vestiaire est sans dessus-dessous, en tout cas vis-à-vis de lui. Quand même, rien n'est fuité sur les relations interpersonnelles entre les joueurs. Vis-à-vis de la franchise, ça passait pas. Il y a un besoin de renouveau de haut en bas dans l'effectif et dans l'organigramme. À un moment donné, c'est pas le seul fusible qui a sauté, mais c'était logique que lui saute, hein, clairement, tu vois, c'était logique que lui saute. Et d'ailleurs, il a sauté à 9h du TAM le lendemain de la fin de saison. Donc, c'était vraiment, tu vois, la décision était prise C'est l'évidence. en mangeant un hot dog à 2€ grâce à Bartelstein la veille, tu vois, Okay. il y a zéro problème là-dessus, quoi. Et en regardant les Phoenix Suns sur la télé gratuite, sur la télé publique, c'est pas mal. Ouais, exactement. Non, encore. Ouais, on chambre un peu, mais il faut bien, merci. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a, comme tu dis, on était tous très très enthousiastes en termes de profil par rapport à ce que représentait Frank Vogel et les problèmes qu'on avait pu observer avec Frank Vogel. On a assez vite déchanté, mais peut-être que lui aussi d'ailleurs a dû déchanter assez vite Budenholzer. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette espèce de bizarrerie on a eu l'impression pendant les premières semaines que il y avait une nouvelle méthode, des nouvelles choses qui étaient demandées, on va dire, à l'effectif et notamment aux stars, et que la greffe prônait et que tout le monde était sur la même longueur d'onde ou quoi que ce soit. Et en fait, rétrospectivement, on se rend compte que pas du tout. T'as évidemment cette fameuse anecdote qui est appelé, je pense, à rentrer parmi les trucs un peu édifiants de l'histoire des Suns. Apparemment, donc avant le début de la saison, il a pris en individuel, on va dire, Bradley Beal en disant moi j'ai besoin que tu aies un rôle vraiment spécifique dans l'équipe, il faut que tu sois un peu le Drew Holiday des Suns, quoi. Et apparemment Bradley Beal l'a extrêmement mal pris, il s'est énervé en disant tu ne me demandes pas de jouer comme quelqu'un d'autre, je suis Bradley Beal et tout. Super, tu vois, là pour le coup, moi dans cette embrouille là, clairement moi je suis du côté de Bud et je me dis attends, mais c'est quoi ce mec qui se prend pour qui en fait? Parce que pour le coup, Bradley Beal, t'es gentil, mais quand t'auras la carrière de Drew Holiday, tu pourras dire que t'as pas envie d'être Drew Holiday, tu vois. Jusqu'à preuve du contraire, Drew Holiday, alors certes, il n'a jamais été meilleur scoreur de NBA, tu vois, ou presque, puisque Bradley Beal a été presque meilleur scoreur de NBA, c'est ça son palmarès pour l'instant, et deux ou trois fois All-Star, super, bravo. Drew Holiday a aussi ses 2 ou 3 All-Star, donc à la limite là-dessus, mais par contre il a des titres. Ah ouais. Et d'ailleurs, pourquoi il a des titres? Parce qu'il a été super important dans les équipes qui sont allées chercher le titre. Mais genre, et il est décisif. Un joueur, mais ultra décisif dans des équipes qui vont au titre 2 fois. Le titre des Bucks, il est décisif. 2 équipes différentes, dans des contextes extrêmement différents, avec des coachs différents, avec des stars au profil extrêmement différent. Tatum et Antetokounmpo, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, et il a réussi à s'adapter à 2 contextes très différents en apportant effectivement ce qui manquait à son équipe. En fait, c'était vraiment ça, ce dont son équipe avait besoin, plus encore que ce qui manquait à son équipe, ce dont son équipe avait besoin. Et effectivement, moi, rétrospectivement, quand je lis ça, je dis Bud a essayé de dire à Bradley Beal, on a besoin de ça spécifiquement. Et Bradley Beal a juste fermé les oreilles et dit non, j'ai pas du tout envie d'écouter, laisse-moi tranquille.
c'est un peu inquiétant. Et enfin, c'est un peu inquiétant sur l'état d'esprit des star players dans cet effectif des Suns. Et on va dire le reste est un peu à l'avenant, puisque on a pas mal glosé sur le fait que KD devait un peu changer son jeu, qui était un peu anachronique par rapport à la NBA de 2025. On a vu cette saison que ça c'est pas du tout quelque chose qui a été réussi de sa part et de la part du coaching staff des Suns. Et pareillement, on sait par les bruits qui nous sont revenus qu'avec Booker, c'était la grosse animosité, encore pire qu'avec Vogel l'année précédente. Donc encore une fois, où que soient les torts, et moi de mon côté, j'ai tendance plutôt à les mettre du côté des joueurs qui sont, de mon point de vue, un peu des têtes de mule, pour parler poliment, on va dire, qui n'ont pas envie de faire les efforts. C'est ça, mais qui n'ont pas envie de faire les efforts nécessaires, en tout cas tels qu'ils sont prescrits par les gens qui savent un peu mieux qu'eux, parce que justement ils sont censés être des spécialistes du jeu et de la NBA actuelle. Pour moi, le problème principal il est là, et effectivement, Bud au-delà de ça, et c'est sans doute pour ça, enfin c'est même pas sans doute, c'est évidemment pour ça qu'il a jarté dès le lendemain de la saison régulière. Lui, il a pas accepté cette situation-là, il l'a eu mauvaise un peu pendant toute la saison, jusqu'à, comme tu le dis, aller dans des stratégies un peu de sabotage. Moi personnellement, justement, dans mon rapport à Bud, le point de retour, c'est ce fameux mois où il fait plus jouer du tout les rookies, juste après le All-Star Game, sans aucune justification, sans aucune logique, en alignant des line-up complètement délirantes défensivement, qui prenaient des valises de points. C'était presque insultant. Hein. Ouais, c'est ça, des defensive rating à 130, et tu te dis, mais voilà, ça, en tant que fan, genre, insultant. Pour qui tu nous prends, et voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Quoi. Il y avait vraiment un côté comme ça. On peut comprendre qu'il était en rupture avec les certains joueurs de la franchise, avec Ishbia, avec qui ça a dû mal se passer aussi, sans doute dans une certaine mesure ou quoi que ce soit. Le fait est que oui, comme tu dis, il y a eu un côté un peu insultant, un peu d'insulte, rajouter l'insulte à la blessure, quoi. Il y a eu un peu ce côté-là, c'est-à-dire que effectivement, au-delà du fait que nous, en tant que fans, on vivait très mal ce moment, il a pas du tout facilité les choses, Budenholzer, pendant toute cette période, et il y a eu un petit côté avec tout ça, de jouer au plus malin et de dire, ah bah, puisque vous êtes si malin, vous voulez que je fasse jouer Bol, je vais vous le mettre titulaire et tout machin. Et c'est vrai que toute cette période-là de la saison des Suns, ça a été très très difficile à suivre. Moi personnellement, c'est même un moment où j'ai arrêté de regarder les matchs parce que ça me rendait fou, en fait, tout simplement, quoi. Et évidemment, quand tu te comportes de cette manière-là vis-à-vis de la franchise, t'as pas d'avenir à court et moyen terme à Phoenix. Et c'est, pour finir peut-être sur Bud, c'est un énorme gâchis parce que, comme tu l'as dit, ça reste, c'est ça le pire, à mon avis, un technicien capable aujourd'hui en NBA, et quelqu'un qui, au-delà de ce qu'il a montré aux Hawks puis aux Bucks, qui est aujourd'hui des savants de ce sport. C'est très dommage, encore une fois, que ça n'ait pas fonctionné, mais quand on voit dans quelle proportion ça n'a pas fonctionné, c'est la plus élémentaire logique. C'était inévitable, quoi, qu'il soit. C'était impensable de le conserver. Mais qu'est-ce que c'est dommage, parce que au-delà du fait que ce soit un coach avec les références qu'il a et le cerveau de coaching qu'il a, c'était aussi l'enfant du pays. Et en fait, ça aurait été absolument génial de s'inscrire dans le long terme avec un coach qui vient de l'Arizona, qui a été fan des Phoenix Suns dès le départ, qui a été reçu en conférence de presse par Al, le speaker, etc., machin et tout. Enfin, c'était des moments hyper émouvants dans une histoire. En plus, il venait de perdre son frère, je crois, une saison juste avant, juste avant son limogeage des Bucks. Enfin, en fait, il y avait beaucoup de choses qui étaient réunies pour que ça rentre dans la légende de la franchise. Et en réalité, on est tout à l'opposé, quoi. Mais vraiment à un opposé vertigineux. Et bon, c'est vraiment dommage, quoi. C'est vraiment triste. Mais les Suns se dirigent maintenant avec Brian Gregory sur la recherche d'un nouveau coach. On est, semble-t-il, sur un profil jeune coach, première expérience, un peu à la façon, j'en parlais avec Tom récemment de Duncan Duck qu'on salue, un peu à la façon de ce que font les Grizzlies. Donc, c'est-à-dire aller chercher des coachs qui n'ont pas de référence en NBA ou en tout cas pas en tant que head coach titulaire, mais aller chercher peut-être soit un assistant, soit quelqu'un qui vienne de NCAA pour l'installer sur le banc des Suns à long terme, avec un profil du coup de modernité et d'idées neuves. Je pense que c'est plutôt un bon calcul et un bon profil type, une bonne fiche de poste. On voit que les coachs qui aujourd'hui ont du succès, alors
C'est pas parce que vous êtes un coach aux idées rafraîchissantes que vous avez du succès à votre équipe. Dédicace à Will Hardy du côté des Jazz. Mais si on regarde aujourd'hui les coachs qui sont victorieux, ce sont des coachs qui font tourner des équipes avec des idées rafraîchissantes, effectivement, pas forcément novatrices, mais qui vont perforer les vieilles habitudes ancrées de la NBA du début des années 2020. Puisqu'on est déjà à la moitié des années 2020, et ce qui fonctionnait au début des années 2020, aujourd'hui, on se rend compte que ça ne fonctionne plus. Et donc, quand tu regardes le top de ce qui se fait en NBA aujourd'hui, tu as Joe Mazzulla, qui est un savant fou, qui fait shooter son équipe plus de 45 fois à 3 points par match, ce qui est absolument historique et phénoménal. On se rend pas compte à quel point c'est phénoménal. À titre personnel, c'est pas le jeu que je préfère regarder, mais néanmoins, ils sont sur le chemin de faire le back-to-back, quand bien même ils aient en face d'eux des équipes qui auront des choses à dire. On a de l'autre côté, du côté d'Oklahoma City, Mark Daigneault, qui est capable d'installer une défense historique, absolument historique, du côté du Thunder, et qui en plus en attaque trouve des moyens de créer du spacing sans avoir de shooter extrêmement fiable de loin. Et puis après, tu as des mecs comme Ime Udoka qui fonctionnent quasi entièrement sur la défense et sur le rebond offensif et qui, du coup, finit deuxième à l'Ouest. Tu as des mecs... en fait, la liste, elle commence à être relativement longue chez les contenders et chez les pretenders de coachs qui, comme ça, ont des idées qui sont vraiment puissantes en termes d'identité et qui sont à contre-courant de ce qui se faisait il y a 3 ou 4 ans en NBA et qui fonctionnait. Et ce qui fonctionne encore à peu près aujourd'hui sur des modèles relativement, disons, pas forcément anciens, mais relativement historiques, c'est Steve Kerr à Golden State, etc., etc. Mais bon, Steph Curry, t'en as un par tous les 25 ans. Draymond Green, c'est pareil. Jimmy Butler, t'en as un tous les 10 ans. Et donc, d'avoir ce truc-là, désolé, mais c'est mieux que Devin Booker, Kevin Durant et Bradley Beal. Et puis Steve Kerr, c'est quand même mieux que Budenholzer aussi. Bon, bref. Tout ça pour dire que je pense que c'est plutôt une bonne piste que de chercher un coach comme ça, plutôt jeune et qui va faire ses premières expériences de NBA avec les Suns. Bon courage à lui, par contre. Bon courage à lui, parce qu'il va y avoir... si l'équipe ne bouge pas trop, il y aura du taf dans le vestiaire. Mais ça peut se résoudre si l'équipe est victorieuse, parce qu'on a bien vu que les Suns, le soleil brille quand les victoires s'enchaînent. Et dès qu'il y a un caillou dans les rouages de la mécanique, c'est la catastrophe. Donc, bon courage à lui. De toute façon, oui, il y aura un chantier énorme, quel que soit le coach. Moi, je suis un peu rassuré, en tout cas, par l'idée, enfin, la volonté affichée par Matisse Bia lors de cette conférence de presse, mais même sur toutes les rumeurs qu'on a. On parlera un peu après des noms qui reviennent avec insistance là parmi les rumeurs. Mais moi, en tout cas, personnellement, après avoir tenté 2 fois l'expérience d'un coach chevronné avec des références de fou, les deux d'ailleurs sont des coachs titrés en NBA, que ce soit Frank Vogel ou Mike Budenholzer, on a bien vu que ça ne fonctionnait pas, en tout cas dans notre cadre. Et en fait, on peut renouveler encore et encore l'expérience. Genre par exemple, voilà, Mike Malone a été viré il y a quelques semaines par les Nuggets. Son nom avait circulé rapidement du côté de Phoenix. On a la sensation, en tout cas moi en tant que fan, j'ai vraiment la sensation que il faut arriver à embrayer sur ce dont tu parles, c'est-à-dire cette nouvelle génération qui est en train de prendre le pouvoir, avec des nouvelles idées, avec de la fraîcheur, avec aussi peut-être un discours qui est un peu différent vis-à-vis des joueurs aussi, et qui est en train de percer vraiment de manière éclatante. C'est-à-dire que on peut parler de John Mazzulla qui a été champion donc l'année dernière avec les Celtics, de Mark Daigneault qui était coach of the year l'an dernier et qui cette année risque fort d'aller très loin avec le Thunder. Et c'est deux coachs qui ont quand même une personnalité assez marquée, assez forte dans cette espèce d'esprit de renouvellement de génération. Ils apportent vraiment quelque chose de nouveau, quoi. Il y a vraiment cette idée-là, même si on sait que Mazzulla est arrivé à la tête des Celtics dans des circonstances un peu particulières, parce que c'était Ime Udoka le coach et qu'il y a eu des histoires extrasportives qui ont fait qu'Udoka a été écarté. Mais tout ça pour dire que moi cette tendance-là, elle me plaît plutôt, et je serais un peu inquiet
justement de voir Mike Malone ou de voir, là j'ai vu qu'il y avait des noms qui circulaient, des Dave Yorger ou des mecs comme ça, c'est-à-dire les noms qui reviennent toujours en NBA depuis des années, et je pense que ça sert pas à grand chose de continuer à miser là-dessus, et je pense qu'au contraire, effectivement, ça peut avoir tout son sens d'aller s'orienter sur un jeune coach qui est dans ce profil-là un peu de renouvellement de génération, si tant est évidemment bien sûr que tu tombes sur le bon mec, et comme tu l'as dit, en fait c'est même pas vraiment ça la question, enfin vu que les problèmes sont bien au-delà du coaching là au niveau de Phoenix, c'est ça qui est terrible, c'est que même si ça ne fonctionne pas là avec le jeune coach, on ne pourra pas forcément se dire ah bah juste il était pas fait pour coacher en NBA, et peut-être juste bah en fait c'était compliqué vu la situation des Suns. Mais il y a un seul coach à l'ancienne que j'accepterai, c'est Jeff Van Gundy, qui est aujourd'hui assistant de Tyronn Lue du côté des Clippers, et notamment en charge de la défense, et il fait un tel travail sur la défense des Clippers. C'est le seul dont je veux bien entendre le nom du côté des Suns. Évidemment Tyronn Lue, parce que Tyronn Lue c'était un entraîneur référencé, mais qui a aussi, je trouve, de super idées sur un terrain. On a vu d'ailleurs avec le parcours des Clippers cette saison, avec un Kawhi qui a joué à peu près 12 minutes sur la saison régulière, mais voilà, à la limite c'est les deux seuls noms, et surtout Jeff Van Gundy que je suis capable d'écouter. Et là on parle d'un vieux de la vieille du coaching. Ouais, bah là oui, pour le coup c'est vraiment c'est même pire que tout. Ah oui, c'est un dinosaure, c'est un dinosaure. C'est un vrai dinosaure. Moi pour tout te dire, Jeff Van Gundy, j'associe vraiment ça aux retransmissions de ESPN, où il était l'un des consultants phares pendant des années justement avant de revenir sur un banc NBA, et où effectivement il avait un peu cette position un peu de donneur de leçons, et dit, moi j'aurais plutôt fait comme ça et tout machin, mais vas-y gros et tout. Et effectivement c'est vrai que son retour en NBA a été plutôt réussi, on peut lui reconnaître ça. Moi je t'avoue, pour moi je le verrais un peu comme un énième dinosaure que tu ressors du chapeau. En vrai, c'est aussi ça en fait, on est tellement dans l'incertitude par rapport à beaucoup de choses là au niveau de Phoenix, qu'on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de mauvaise solution, comme il n'y a pas vraiment de bonne solution. En fait, il n'y a pas de solution idéale pour le nouveau coach, comme il n'y a pas de pire solution, à part peut-être de prendre un Doc Rivers si jamais il est écarté de Milwaukee. On est à l'abri de rien, Greg. Il faut se préparer à ça aussi. Par pitié. Faut qu'il parte au Shanghai Sharks lui aussi, c'est bon, on en a marre. Donc peut-être pour citer quelques noms qui ont été évoqués, parce que pour rebondir un peu sur ce que tu disais, c'est souvent des mecs qui sont dans des staffs actuellement en NBA, qui sont des assistants. Par exemple, donc, parmi les noms qui reviennent avec insistance, il y a Royal Ivey, qui est assistant coach du côté des Rockets, qui est peut-être même le nom qui a été le plus cité depuis que voilà, Phoenix est à la recherche d'un nouveau coach. Autre assistant des Rockets qui a été cité, Ben Sullivan. On peut parler également de Johnny Bryant, qui est lui assistant du côté de Cleveland. Également Chris Quinn qui est assistant du côté du Heat, et un nom un peu plus connu en tout cas du côté des supporters des Suns, puisqu'il a joué à Phoenix, Jared Dudley, qui était d'ailleurs un petit peu dans l'encadrement avant de filer du côté de Dallas. Parmi cette liste-là, est-ce que tu as des profils que toi t'as repérés qui te branchent plus que les autres? Ouais, Jared Dudley, j'avoue que j'aime bien, parce que je pense que son expérience de joueur est absolument extraordinaire, parce que c'était un role player de très bon niveau à l'époque. Ça a été une sorte de Jay Crowder, fut un temps, peut-être moins intense en défense, mais ça a été un joueur qui a été toujours un peu précieux là où il est passé. Moi, j'ai toujours apprécié l'avoir, en tout cas quand il était aux Suns. Et je l'imagine bien en bon meneur d'hommes. Je sais pas ce que ça donne du point de vue tactique, en tout cas. Ce qui est certain, c'est qu'à Dallas, d'un point de vue tactique, ils ont fait du très bon boulot pour entourer à l'époque Luka Doncic, et que ça fonctionnait bien, puisque finale NBA tout de même. Donc voilà. Après, les gars des Rockets, pourquoi pas aussi. Je sais que Ime Udoka a une grosse empreinte sur le jeu des Rockets, donc je sais pas à quel point ses assistants sont générateurs d'idées et que lui aussi les accepte. Je sais pas comment fonctionne leur staff, mais j'imagine oui que ça doit être pas mal, quoi. Moi j'ai beaucoup aimé, en tout cas du côté défensif, la saison des Rockets, parce que du côté de l'attaque, pour le coup, c'est un peu l'opposé, c'est quand même très très moche. Voilà, j'avoue que là, je vais me laisser porter cet été. Je vais me laisser porter en tout cas sur la question des coachs. Je vais aussi me laisser porter sur les destinations des trades, parce que je pense et j'espère qu'il y aura des trades. Je rigole aujourd'hui quand je vois les propositions de trade qui nous envoient Jalen Green pour Devin Booker. Ça vraiment, c'est si ça se fait
Vraiment, C'est on vrai. fera un épisode spécial parce que vraiment, ce serait, mais alors, ubuesque de chez Alors, ridicule. on en a parlé un peu en off. Moi, j'aime bien Jalen Green, mais pas jusque-là. Clairement Non. pas. Dans le sens, en fait, pour le coup, enfin, je sais qu'il en prend plus plein la gueule parce que là, la série contre les Warriors a été plutôt ratée. Pour moi, en fait, ça, il faut relativiser un peu et se rappeler qu'en fait, Jalen Green reste un joueur extrêmement jeune, qui est toujours dans une phase de progression, dans un mode, on va dire, de scoreur qui est quand même pas si simple que ça pour atteindre une certaine plénitude. C'est rare, on va dire, d'avoir des scoreurs de cet âge-là qui sont réellement efficaces et réellement des tueurs. Pour moi, ça Oui. prend du temps aussi d'apprendre, on va justement, le moment où le jeu se ralentit pour toi, où tu commences vraiment à maîtriser, il en est pas encore là. Mais pour moi, il a ce potentiel-là. Donc, c'est pour ça que ce joueur-là, plutôt dans l'idée d'un trade de Kevin Durant où tu mets plusieurs pièces, moi, je serais pas tout à fait fermé. Mais surtout, si tu mets Tari, ça c'est encore autre chose. Voilà, c'est ça. Ça dépend le package qui est à côté. Mais dans tous les cas, pour Devin Booker, ça me On veut bien paraîtrait... prendre Jalen Green. Si vous mettez Tari Sen avec ça, il n'y a aucun problème. Tu vois, Ouais, et puis pas que Tari. On en Attention, reparlera. il faut des tours de draft, mais ça, bon. Effectivement, ça pourrait être l'occasion d'un prochain épisode de Valley Hoop. Avant de partir sur nos formats d'été, on va essayer un peu de s'amuser un peu plus. Peut-être pour boucler un peu l'affaire sur cette histoire de coach. Moi, effectivement, t'as bien circonscrit le problème. Le problème, c'est-à-dire que, au-delà du fait que, si c'est effectivement ce profil-là, c'est-à-dire un assistant coach actuellement en NBA qui débarque du côté de Phoenix, en termes de référence, on aura évidemment certains insides de sa précédente franchise et du rôle qu'avait cet assistant coach-là au sein de la franchise, mais ce sera difficile de se faire une idée précise avant de le voir en action avec les Suns. Et d'ailleurs, ça a été le cas pour tous ces mecs-là qui sont arrivés en tant que head coach ces dernières années. On savait pas trop à quoi s'en tenir avant de les voir vraiment à l'œuvre, et on a dû attendre parfois plusieurs mois avant de constater que c'était vraiment soit des coachs pertinents, soit des coachs pas vraiment pertinents. On peut parler aussi, on n'a pas évoqué ce nom-là, mais de Jamal Mosley du côté du Magic, où pendant quelques mois c'était un peu bon, on sait pas trop, et puis finalement on s'est avéré que sa méthode est plutôt bonne, et que là aujourd'hui il a plutôt besoin d'aide de son front office pour lui fournir les armes, parce que lui il fait du boulot qui est plutôt cohérent, quoi. Donc effectivement t'as aussi cette question-là, et je pense que les deux sont évidemment liés, on en a parlé pendant tout l'épisode et on va en parler encore pendant tout l'été. Le premier chantier, c'est quand même d'arriver à avoir un roster beaucoup plus cohérent que ce qu'on a eu ces deux dernières saisons. C'est la condition sine qua non, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, tu peux prendre, on va ressortir, hommage d'ailleurs à Pop qui vient de prendre officiellement sa retraite en tant que coach. Tu peux prendre Prime Pop, prendre Prime Phil Jackson, Prime ce que tu veux, de Red Auerbach avec son cigare, on avait fait la blague justement dans l'épisode qui est passé à la trappe. En vérité, avec l'effectif actuel des Suns, avec l'état d'esprit actuel des stars des Suns, le mec il va bon Oui. quoi qu'il arrive en fait. Ouais, Quoi. ouais. Le chantier est monstrueux. Donc effectivement, quel que soit le nom du coach qui va finalement être désigné à l'issue de cette large consultation où apparemment on brasse large du côté du front office de Phoenix, ce sera pas la solution miracle, et de toute façon il va falloir reconstruire un effectif beaucoup plus cohérent en vue de la saison prochaine, et ça va être ça le principal chantier de l'été. Donc effectivement c'est une bonne chose de partir du coach en se disant j'essaie de construire par rapport à ça, mais ça ne peut pas être juste le point de départ et après tout va se construire naturellement autour de ça. Va y avoir d'énormes travaux à faire du côté de la construction de l'effectif, c'est sûr. Voilà, juste moi pour donner mon sentiment là-dessus, t'as parlé de Jared Dudley, effectivement, qui a laissé plutôt des bons souvenirs du côté de Phoenix. Moi j'aime bien le profil de Royal Ivy, mais c'est pas effectivement sur les bruits de couloir, c'est-à-dire ce que j'ai entendu de lui, pareil effectivement sur le côté un peu meneur d'homme et un peu discours un peu différent, un peu développement de joueurs aussi, et je me dis que des prospects défensifs comme Ryan Dunn, ça peut être très intéressant d'avoir un mec qui a vraiment cet état d'esprit là de meneur de troupe pour le développer. Donc moi ce type de profil là me plaît bien, mais voilà, on va pas répéter une 10e fois. De toute façon, rien ne sera pertinent si l'effectif reste en l'état cet été. Voilà, mon cher Greg, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter sur le menu du jour? Non, on est bon. Juste pour prévenir nos téléspectateurs et téléspectatrices, on est en train de réfléchir à plusieurs formats assez cool pour cet été, donc restez branchés sur Valley Hoop. On va faire des formats fun, on va faire des formats qui parlent pas forcément de l'équipe d'aujourd'hui, qui sont pas forcément historiques non plus en mode Wikipédia, mais on va faire des formats assez cool. Il y aura un petit peu de trade machine, il y aura des redrafts, etc., pour vous spoiler un peu, mais non, ça va être très très bien. On va passer un bon été. Nous, on va passer un bon été.
Les Suns, c'est autre chose. Voilà, ça. Effectivement, nous, on prend un petit pas de côté en disant, bon, bah, écoute, on vous On laisse se vous débrouiller avec désolidarise. ce merdier, et nous, on va essayer de faire notre truc dans notre coin, essayer de prendre du bon temps quand même, parce qu'effectivement, Ouais. c'est le plus important dans la période actuelle. Moi, j'en profite avant de vous dire au revoir, chers auditeurs, pour signaler que, Greg, tu as lancé, il y a quelques jours à peine, un nouveau podcast consacré au basketball féminin, et plus précisément à la WNBA, un podcast qui s'appelle W, très sobrement. J'ai pour ma part écouté l'épisode introductif, la petite présentation où tu parles des 4 équipes à suivre. J'ai trouvé ça super. Bon, je suis pas très objectif évidemment, mais en tout cas j'invite tous nos auditeurs à se brancher sur ce nouveau podcast là que tu lances, notamment parce que la WNBA c'est vraiment la ligue qui monte un peu en ce moment. Il se passe beaucoup de choses dans cette ligue actuellement, et puis en tant que fan de Phoenix, il y a peut-être plus à espérer du Mercury que des Suns. Ça c'est une autre histoire, mais en tout cas effectivement d'une manière générale, on est sur là aussi peut-être un changement d'air au niveau du basket féminin qui est de plus en plus exposé, de plus en plus respecté aussi, et de plus en plus regardé. Et donc, moi, je trouve ça assez super qu'il y ait de plus en plus de médias qui accompagnent cet essor-là, et que tu t'y colles, c'est encore mieux. Donc, Ouais, je vais essayer, ouais. Je vais essayer de le faire, mais je le fais. Moi, ce sera ma 2e saison où je regarde la WNBA. C'est ce que j'explique dans cet épisode 0 qui est sorti hier, je crois. Et du coup, je suis vraiment en mode curieux. C'est-à-dire, venez avec moi, on va parler de ce que c'est que de découvrir la WNBA, parce que je pense que c'est vraiment le bon moment pour la découvrir. Le League Pass est vraiment pas cher. Je crois que c'est 35 balles en France pour tous les matchs de la saison plus les playoffs. Donc c'est ridicule comparé au 10 League Pass. fois moins que pour les Ouais, autres. c'est ça, exactement. Exactement. Et puis, il y a effectivement toute une génération de stars qui arrive. Il y a la génération qui est déjà en place avec les Nafisa Collier, les Aja Wilson, Alyssa Thomas, Brianna Stewart, Sabrina Ionescu, etc., etc. Il y a tout un tas de stars qui sont déjà en place et qui sont dans, disons, leur prime. Il y a aussi, ouais, exactement. Mais il y a aussi toute cette nouvelle génération qui arrive et qui est hyper excitante parce qu'elle bouleverse. Elle a déjà bouleversé beaucoup de records en NCAA, donc la ligue équivalente NCAA mais en féminin aux États-Unis, avec les Caitlin Clark, Angel Reese, Cameron Brink la saison dernière. Cette saison, on a Paige Bueckers, Citron, etc., etc. La saison prochaine, il y a Juju, etc., qui arrive et tout. Vraiment, je pense que c'est le bon moment pour s'intéresser à cette ligue. En plus, c'est une ligue où le jeu est très léché tactiquement, c'est vraiment très beau à voir, etc. Et puis voilà, bon, c'est évidemment pas la ligue pour ceux qui pensent que le basket ça se résume au dunk, mais finalement la NBA non plus, parce qu'il y en a finalement très peu. Donc voilà, non, vraiment gros encouragement pour regarder la WNBA. Et si vous aimez particulièrement la ville de Phoenix, certes, le Mercury est également possédé par Matisse Bia, donc bon. On peut s'attendre à des trucs un peu fous, mais il y a quand même une équipe qui est intéressante, quoi. Mais tu parlais de Dunk, on t'a pas mentionné son nom, mais donc il y a la française Dominique Malonga qui a été draftée là cet été, et qui est apparemment elle pour le coup est la génération d'après encore, c'est-à-dire qui commence à dunker et tout machin. Donc, oui, parce que je crois qu'elle a 18 ou 19 ans, c'est vraiment. C'est encore un énorme prospect là pour le coup français, donc c'est encore plus intéressant, c'est tout aussi intéressant de se plonger là-dessus. Donc effectivement, écoute, ce sera le mot de la fin pour cet épisode. On invite en tout cas nos auditeurs à se pencher sur la question, et notamment voilà, si vous êtes fan des Suns et que vous en avez, vous avez un peu le cœur gros quand vous regardez les playoffs, allez, changez-vous les idées, allez regarder du basket beaucoup plus sympa avec la WNBA et vous passerez des bons moments. C'est à peu près ça. Quel bonheur, quel bonheur d'être fan de personne, de ne voir aucune attache émotionnelle. Pas trop d'investissement émotionnel, juste du kiff, c'est mal, effectivement. C'est merveilleux. Des nouvelles sensations, quoi. Bon, en tout cas, merci beaucoup Greg pour cet épisode. Donc on devrait normalement être un peu moins de temps à proposer un nouveau numéro à Valley Hoop. D'ici là, voilà, on salue Malo qui est dans ses révisions de partiel, et on le retrouvera très bientôt pour le prochain numéro. Merci à tous en tout cas de nous avoir écoutés, et à très bientôt dans Valley Hoop. À plus, ciao. Bye.